Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, un débat sur le référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris est organisé au Sénat ce matin. Alors que la pétition a dépassé le million de signatures, on va en parler avec le sénateur centriste de Seine-Saint-Denis, Vincent Capo-Canellas. Il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Patrice Moyon de Ouest France. Et puis, vous le savez, nous suivons la campagne des municipales dans plusieurs villes. Cette semaine, nous sommes dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Aujourd'hui, direction Lens. Et puis enfin, dans le Club des Territoires, on parlera de cette campagne des municipales, notamment à Paris. Match des meetings hier soir entre le candidat dissident Cédric Villani et le candidat écologiste David Béliard. Anne Hidalgo, quant à elle, présente son programme ce matin. Et puis on parlera également de la campagne à Strasbourg avec le retour d'une figure nationale sur la scène locale. C'est Catherine Trautmann qui conduira la liste socialiste. Mais avant cela, voici les autres informations de ce jeudi 6 février. 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Les opposants au texte vont descendre dans la rue dans plusieurs villes de France. La CGT appelle à une opération port-mort. De son côté, l'Assemblée nationale poursuit, elle, l'examen de la réforme en commission. C'est début avril que l'on connaîtra les conclusions de la commission d'enquête sénatoriale sur l'incendie de l'usine Lubrizol. Pour le président de la commission, Hervé Maurey, il existe encore à ce stade de nombreuses questions sans réponse, notamment sur les conséquences sanitaires de l'incendie. La commission va procéder à de nouvelles auditions, dont celle de la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne. Et puis plus de 1000 hectares sont partis en fumée en Corse et l'incendie n'est toujours pas éteint. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est allé sur place hier. Il est resté 1 heure auprès des sapeurs-pompiers. Et puis Christophe Castaner, hier, qui s'est également rendu à la préfecture de Corse à Ajaccio pour déposer une gerbe en hommage au préfet Claude Érignac. Ça fait 22 ans, jour pour jour, que le préfet a été assassiné. Et on débute avec le sénateur du jour. Bonjour, élu de Seine-Saint-Denis, qui siège dans le groupe centriste. Bonjour Vincent Capo-Canellas, merci d'être avec nous. Vous êtes également questeur du Sénat. De nombreux sujets d'actualité avec vous. On va commencer par la réforme des retraites. Nouvelle journée de mobilisation aujourd'hui, c'est la 9e. Emmanuel Macron qui a redit hier en Conseil des ministres qu'il tenait bon sur ce texte, qu'il ira jusqu'au bout de la réforme. Est-ce qu'il a raison de tenir bon ? Je crois que sur le projet global, il y a plutôt une adhésion à l'architecture du projet. Maintenant, dans le détail, on voit bien qu'il y a beaucoup de mines et que la concertation a été ratée. Et le gouvernement s'est enlisé dans cette affaire-là. Alors le président est dans son rôle pour affirmer un cap, mais je crois qu'il faut aussi se dire que beaucoup de professions et beaucoup de situations restent aujourd'hui à traiter, beaucoup mieux que ça n'a été. Et donc les jours qui viennent me paraissent cruciaux pour qu'à l'Assemblée nationale, il y ait un certain nombre d'ouvertures aussi sur ce dossier. Les choses sont maintenant, depuis plusieurs mois, posées, mais beaucoup de points de détail qui ne sont pas mineurs restent à traiter. Donc le gouvernement affirme un cap, le calendrier me paraît quand même assez resserré, et je souhaite qu'à l'Assemblée, on aille aussi au-delà de l'obstruction quand même, pour traiter le fond du sujet. Mais est-ce que vous parlez de cette obstruction, du coup la commission spéciale a du mal à avancer dans les amendements, 22 000 ont été déposés. Est-ce que du coup la droite et le centre ne réussiront pas à se faire entendre sur le fond de cette réforme ? Moi je souhaite qu'on sorte d'un débat d'affrontement comme ça. La France insoumise est partie dans une logique d'escalade parlementaire. C'est de la manœuvre parlementaire, c'est pas ça qui va permettre d'avancer sur la réforme. Il y a une aspiration d'équité dans la société française et ce projet-là la traite, et je crois que c'est une bonne chose. Voilà. En même temps, on a bien vu que les 2 ans de concertation n'ont pas servi à grand-chose, et beaucoup de problèmes restent à traiter. Donc nous serons là au Parlement pour poser les vraies questions sur un certain nombre de professions qui aujourd'hui sont en grande difficulté. Je pense notamment aux avocats, et on voit bien que la grève des avocats dans les tribunaux finit par poser beaucoup de questions, et le gouvernement serait bien disposé à engager une vraie concertation là-dessus et à prendre en compte les attentes des uns et des autres sur ce point-là notamment. Est-ce qu'un référendum, pour vous, ça peut être une issue à cette crise ?
Je ne crois pas forcément que aujourd'hui un référendum soit la meilleure des solutions. Il y a une tension dans la société française. La vraie difficulté, c'est qu'il faut arriver à réformer. Il faut le faire dans la concertation. Et tout ce qui va tendre encore plus me paraît plutôt une mauvaise solution. La difficulté, c'est que la société est aujourd'hui exacerbée. Il y a une violence symbolique, il y a une violence tout court. Il y a une radicalité dans la société française. On ne peut pas non plus rester tel qu'on est. Et il est besoin d'avancer sur une voie où on garde un modèle social, mais on le réforme. De ce point de vue-là, cette réforme partait avec de bonnes intentions, et à l'arrivée, beaucoup de capital politique me semble avoir été gâché. Je crois que c'est bien dommage. Et il faudra aussi arriver à ce que cette affaire des retraites n'enlise pas tous les sujets de modernisation de la société, mais le prix à payer me paraît extrêmement fort aujourd'hui. Je crois que le gouvernement a grillé beaucoup de cartouches, si vous me passez cette expression-là, là-dessus, et qu'il faut maintenant, à un moment donné, retrouver une impulsion politique. La France doit se réformer. L'Europe est un horizon pour nous. La France qui se referme sur elle-même, c'est pas une bonne chose. Mais aujourd'hui, il y a un problème de méthode. Il y a un problème de méthode qu'on voit sur différentes questions. Et à mon avis, le gouvernement et le président de la République devraient redonner du sens. Il y a une légitimité à cette réforme, mais pas dans la méthode telle qu'elle a été conduite. Et là, il y a un vrai problème qui est posé à tous. Alors, dans ce contexte, le Sénat a voté cette semaine la proposition de loi de Bruno Retailleau sur le service minimum réel garanti, quitte à réquisitionner des grévistes. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, dit qu'elle est d'accord sur ce point. Ce sont des solutions qu'elle avait elle-même proposées. Et question à l'élu francilien que vous êtes, Valérie Pécresse, elle souhaite ouvrir à la concurrence le Transilien d'ici 3 ans et le RER et le métro d'ici une dizaine d'années. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose ? C'est une très bonne chose. La loi le permet. Et je crois que la région, en tant qu'autorité organisatrice des transports, prend ses responsabilités. La présidente Valérie Pécresse a fait des propositions d'ailleurs qui visent aussi à améliorer le service public, à améliorer la qualité, à essayer de baisser les coûts globaux du système de transport. Et nos compatriotes en Île-de-France notamment ont vécu des moments particulièrement difficiles dans les dernières semaines. Voilà, c'est une grande difficulté que se déplacer en Île-de-France. Beaucoup de paradoxes à ça, mais c'est une galère du quotidien. Et tout ce qui permettra d'améliorer la qualité du service public et de faire que demain, avec la concurrence, on améliore l'offre de transport. Et l'avancée pour les RER et les métros, puisque la loi le permet à plus long terme, il faut avancer pour pouvoir le faire à plus court terme. Il faut franchir ce pas, c'est une nécessité pour chacun. Moi, je suis un usager du RER B, je vois bien. Il faut modifier la loi mobilité pour que la concurrence puisse se faire plus tôt ? Aujourd'hui, un certain nombre d'échéances ont été posées dans les textes de loi qui permettent à la région d'avancer tel qu'elle le souhaite. Je crois qu'il faut le faire posément, mais fermement. Il y a une nécessité majeure d'améliorer l'offre de transport en Île-de-France. C'est une galère du quotidien pour chacun. Allez, autre sujet, c'est cette proposition de loi centriste qui a fait des remous dans la majorité, qui vise à rallonger le congé pour un parent endeuillé. Elle a été rejetée. Elle reviendra au Sénat le 3 mars. Mais entre les propositions déjà faites, ce que fait le gouvernement, cette concertation, est-ce que le Sénat aura vraiment son mot à dire sur ce texte ? Je pense que le Sénat va être la chambre qui va permettre qu'il y ait un débat serein sur cette proposition de loi, qui est une très belle intention, qui traite un sujet qui est un sujet difficile. Et trop souvent, le gouvernement n'arrive pas à saisir les perches que lui tend tel ou tel parlementaire. On l'a vu ici d'ailleurs sur les propositions de loi qu'avait fait par exemple Jocelyne Guidez sur les proches aidants. Le gouvernement est parfois dans l'idée que si une idée vient d'un groupe qui n'est pas un groupe directement dans la majorité, elle est suspecte et qu'il faudra le traiter plus tard différemment. Pour vous, c'est ça ? C'est parce que ça ne vient pas de la majorité ou c'est parce que c'est un manque d'expérience politique et qu'ils n'ont pas vu ce que ça allait causer derrière ? Je crois que c'est un manque d'expérience politique et que quelque part, il y a des œillères qui sont inexplicables là-dessus. Quand un parlementaire qui vient de son territoire, qui a vécu une situation personnelle en plus, aussi dramatique que celle-là, fait une proposition de loi, il mérite une écoute. Et s'il faut améliorer le texte pour sa précision juridique ou son effectivité juridique, eh bien le parlementaire est toujours ouvert à ça. Donc c'est une occasion gâchée, c'est un mauvais symbole. Alors après, il ne faut pas accabler tout le monde, il faut maintenant se mettre autour de la table, et je pense qu'il faut le faire avec l'auteur de la proposition de loi, Guy Bricout, qui, semble-t-il, est toujours en situation d'attente, d'ailleurs, pour que ce dialogue se noue enfin. Et vous allez travailler avec lui, du coup, au groupe centriste ? Nous souhaitons permettre que cette proposition de loi devienne effective. Les parlementaires sont aussi bridés parce qu'ils ne peuvent pas accroître les charges publiques. Donc voilà, il faut que le gouvernement y mette du sien pour permettre que cette proposition de loi soit financée. Ça restera une proposition de loi centriste ou ça sera une proposition de loi de l'ensemble du Sénat ? C'était une des pistes envisagées. On va voir. Je crois que tout ça n'est pas tranché. Ce qui compte, c'est pas tellement la paternité, c'est de faire qu'une réponse soit apportée à un vrai sujet humain.
Autre proposition de loi, c'est celle de Philippe Bas cette fois-ci, proposition de loi constitutionnelle soutenue par Bruno Retailleau et votre président de groupe Hervé Marseille pour réaffirmer la prééminence des lois de la République. Est-ce que, à quelques jours du discours annoncé d'Emmanuel Macron, c'est pas une manière pour la droite et le centre de faire un coup politique ? Il y a une dimension d'interpellation. Bon, on est proche aussi d'un ensemble d'échéances. Mais cela dit, la société française doit aussi trouver le bon cadrage par rapport à un certain nombre de phénomènes dans la société française. Je suis un élu de banlieue, je vois bien ce qui se passe et je le vis au quotidien. Et pour vous, il y a nécessité d'armer cette Constitution, elle n'est pas assez armée à l'heure actuelle pour lutter contre le communautarisme et la radicalisation. C'est de redonner un cadre et de rappeler que nous avons des règles communes, que nous devons les respecter ensemble et que la laïcité au quotidien, le respect de la femme notamment, ça fait partie des valeurs de notre société et que ça ne peut pas être aliéné de quelque façon que ce soit. Il y a un respect des croyants, mais en même temps, il y a des valeurs communes qu'il faut respecter. Alors après, il faut regarder l'effectivité juridique, là encore, notamment sur la question des repas dans les cantines. Il y a un certain nombre de choses aussi qu'il faut savoir gérer avec doigté. Et je voudrais vérifier que cette proposition de loi constitutionnelle n'aura pas d'effet inattendu. Voilà, donc l'intention est bonne. Comme effet inattendu ? Je crois que simplement, il y a des jours où on fait des repas qui sont des repas sans viande, par exemple. Bon, il faut pouvoir continuer à le faire. Voilà. Gardons un cadre, fixons des règles, affirmons que la société est laïque, mais faisons attention aussi quand même à ce que sur le terrain, on puisse appliquer tout ça, parce que le pire serait de faire la démonstration que tout ça ne marche pas. Allez, on va parler du débat qui a lieu ce matin au Sénat, débat sur le référendum qui concerne la privatisation d'Aéroports de Paris. On voit ça avec Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Oriane, bonjour Vincent Capo-Canelas. Un débat sur le référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris a donc lieu ce matin au Sénat et vous allez donc nous parler de ce référendum. Où en est-on, Steve ? Plus que 35 jours pour signer. Signer quoi ? Eh bien, le soutien au référendum d'initiative partagée. Il s'agit d'une pétition pour l'organisation de la tenue d'un référendum sur la privatisation du groupe ADP. ADP, c'est Roissy, Orly et le Bourget, notamment. À la date d'aujourd'hui, 1 028 000 personnes quasiment ont signé la pétition. Cette pétition, elle est disponible en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur. Mais le compteur progresse extrêmement lentement depuis début décembre et le passage du seuil symbolique d'1 million de signatures. Et pourtant, rappelez-vous, Oriane, ce seuil symbolique d'1 million avait suscité un véritable élan d'enthousiasme chez les élus opposés à la privatisation. Certains sénateurs avaient même rejoint des députés devant l'Assemblée nationale pour célébrer le cap du million. Écoutez le socialiste Patrick Caner, tout sourire à notre micro. C'est une date qu'on peut considérer comme historique parce que finalement il n'y a que 4 ou 5 pétitions de ce type qui ont pu aller jusqu'au million dans notre pays, dans l'histoire numérique, premièrement, et deuxièmement dans des conditions bien plus difficiles. Voilà, alors il faut rappeler que pour enclencher la procédure, la proposition de loi doit être approuvée par 1/10 des électeurs inscrits. 1/10 des électeurs inscrits, soit un peu plus de 4,7 millions de citoyens. On peut encore voter jusqu'au 12 mars, mais on en est encore très très loin, Oriane. Et il faut rappeler qu'au Parlement, cette privatisation, elle avait suscité une levée de boucliers à gauche, mais aussi à droite. Oui, et le temps ne fait rien à l'affaire, Oriane. Lundi, des élus de droite ont par exemple organisé une réunion publique dans la ville de Ebly. C'est en Seine-et-Marne. Les Républicains ont organisé un débat contre la privatisation d'ADP et donc pour le référendum d'initiative partagée. On a notamment pu y apercevoir le sénateur LR Pierre Cuypès ou encore la sénatrice LR Anne Chain-Larché. Une droite opposée à la privatisation, c'est pas forcément très intuitif à première vue, mais on s'en souvient, au moment du vote de la loi Pacte l'année dernière, les sénateurs de droite s'étaient alliés à la gauche pour repousser la privatisation d'ADP. Roger Carucci LR s'en était pris à Bruno Le Maire. Écoutez. Autant je comprends une privatisation quand une entreprise publique ne marche pas et ne peut pas marcher tant qu'elle est tenue par les règles publiques. Je comprends. Franchement, c'est une entreprise stratégique qui fonctionne, gardez-la. Il a raison, Roger Carucci, l'entreprise est rentable, très rentable même, 4,47 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018. Pour terminer, rappelons que la cession porte sur les 5,6% que détient l'État dans l'entreprise, qu'elle pourrait rapporter cette cession entre 8 et 10 milliards d'euros. Vous aviez voté pour la privatisation, monsieur le sénateur, vous étiez alors relativement seul au sein de votre groupe au Sénat. C'est toujours une bonne idée, cette privatisation ? Alors, je crois que c'est une idée qui a eu du sens, mais qui a été très mal exprimée, très mal mise en œuvre. Aéroport de Paris peut exister dans le secteur public,
mais Aéroports de Paris était mal régulé, c'est-à-dire qu'on avait des tarifs qui augmentaient tout le temps et le sentiment que finalement on se contentait de nommer le PDG et après on laissait faire. Donc je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. On a besoin que la plateforme de Charles de Gaulle et les autres plateformes d'Île-de-France soient compétitives. On a besoin que les salariés continuent à moderniser l'entreprise et beaucoup de travail a été fait là-dessus. On peut le faire en restant dans le secteur public, mais il faut améliorer les règles de contrôle de l'entreprise et faire que l'objectif de qualité soit atteint. Que veulent nos compatriotes? Prendre l'avion à l'heure, dans de bonnes conditions, avec un service qui s'améliore et faire qu'on puisse aussi créer de l'emploi autour des plateformes aéroportuaires en liaison avec les territoires. On pourrait aussi le faire dans le secteur privé, avec un régulateur fort, et le Sénat a voté ce point-là. Alors après, c'est devenu un objet politique, cette affaire-là. C'est un grand gâchis. La vraie question, c'est la stratégie de connectivité de la France, la stratégie aéroportuaire du pays, la stratégie aérienne qui doit se développer. La France a toujours été précurseur et ce débat est un gâchis manifeste et total parce que finalement on en vient à parler de politique politicienne avec un sujet qui est un sujet aéroportuaire majeur de compétitivité du pays. Contrôlons cette entreprise, essayons de la valoriser. Voilà, on aurait pu le faire dans le cadre de la privatisation, c'est très mal engagé aujourd'hui. Dans ce cas-là, faisons-le bien dans le cadre public et continuons à fixer des objectifs. Mais c'est très mal engagé, clairs. ça veut dire que pour vous, cette privatisation, elle n'aura pas lieu? C'est très mal engagé parce que les conditions politiques ne sont pas réunies et parce que le gouvernement n'a pas su faire qu'il explique pourquoi ça pouvait être utile aux passagers et aux habitants proches des plateformes d'avoir une plateforme qui soit gérée selon les critères du privé. Voilà, donc cette occasion-là, elle est ratée. Le gouvernement s'y est mal pris et du coup, il ne pourra pas mettre en œuvre cette privatisation. Aujourd'hui, c'est très très mal engagé. Ça, je vous le confirme. Oui. Alors vous êtes pour, mais qu'est-ce que vous dites aux opposants qui disent on ne peut pas vendre les bijoux de famille? Oh, écoutez, d'abord, les 3/4 de ceux qui disent ça ont déjà privatisé plus que ça et pire que ça, si je puis dire. Les autres en font un objet de querelle politique. On est de gauche, on est contre les privatisations. Il faut dépasser tout ça. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça marche et on veut que l'intérêt du contribuable soit effectivement préservé. Voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter par rapport à ça. Après, chacun s'en est saisi. Le gouvernement a été très maladroit. Il n'a pas expliqué sa démarche aéroportuaire et sa démarche pour les territoires, pour les passagers, pour développer l'emploi et la connectivité. Il y avait un sens à avoir une entreprise plus ouverte à l'international, plus sur des critères de gestion du privé, plus sur la qualité du service offert aux passagers. Voilà, on peut y arriver peut-être plus lentement et différemment en restant tel qu'elle est dans le secteur public. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un peu une occasion gâchée, c'est-à-dire d'expliquer que la France a besoin d'aéroports performants, qui se modernisent, qui est une démarche plus environnementale. C'est ça le fond du sujet. Le reste, c'est une affaire de moyens. Un mot rapidement sur ce référendum, cette pétition qui a dépassé le million. 1 million, ce n'est pas rien. Est-ce qu'on peut ne pas en tenir compte? Je crois qu'aujourd'hui, dans le débat politique, ça pèse. Et qu'il appartiendra au gouvernement, lorsque le délai de pétition sera clos, d'arrêter une décision. Pour moi, les conditions politiques ne sont pas réunies aujourd'hui pour aller plus loin, dont acte. Mais même pour un référendum? Parce que là, en fait, il faut atteindre 4,7 millions pour avoir un référendum d'ici le 12 mars. Ça paraît quand même très compliqué. Le référendum paraît effectivement hors de portée. Mais pour vous, on s'en tient au plan juridique. On ne tient pas compte de ces 1 million de signatures. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres débats dans la société française qui sont plus importants que celui-ci. Allez, on va, comme tous les jours, se rendre dans une rédaction locale. Vincent Capo-Canelas, aujourd'hui, on va aller à Metz. Retrouver nos partenaires du Républicain Lorrain. Bonjour Anthony Villeneuve. Bonjour. Chef d'édition au Républicain Lorrain. Et à la une du Républicain Lorrain, aujourd'hui, un sondage exclusif. Oui, ce matin, nous publions les résultats d'un sondage exclusif réalisé pour l'IFOP, pour le Républicain Lorrain et via Mirabel, sur les élections municipales à Metz. Et dans cette enquête, c'est le sénateur Les Républicains François Grosdidier qui est aujourd'hui le mieux placé pour succéder au maire socialiste Dominique Gros, lequel ne se représente pas. Selon cette enquête, François Grosdidier obtiendrait 29% des intentions de vote au premier tour et au second tour, il serait élu maire de Metz en cas de quadrangulaire, mais aussi dans l'hypothèse d'une triangulaire. Anthony, François Grosdidier en tête dans votre sondage. Quels sont les candidats susceptibles de l'inquiéter? Alors c'est l'autre enseignement de ce sondage. Si 4 candidats seraient susceptibles de se maintenir au second tour, un seul peut véritablement espérer rattraper François Grosdidier. Il s'agit de Xavier Bouvet, le candidat soutenu par Europe Écologie Les Verts et plusieurs partis de gauche. Il obtient dans notre enquête 20% des intentions de vote au premier tour et 39% au second. Derrière, la candidate du Rassemblement national Françoise Grolet plafonne à 18-19% au premier comme au second tour. Qu'en est-il du candidat de la majorité présidentielle, Anthony ?
Eh bien, c'est la Bérésina. Le député Richard Lieuget, investi par La République En Marche, n'est crédité que de 11% des intentions de vote au premier tour. Et s'il se maintenait au second, il ne dépasserait pas les 14%. Comme dans d'autres métropoles, La République En Marche est donc en grande difficulté à Metz. Richard Lieuget doit aussi affronter une dissidence, celle de l'ancienne référente départementale du mouvement, Béatrice Agamemnon, qui conduit sa propre liste. Alors, si on vous suit, on s'achemine vers un duel entre le républicain François Grosdidier et le candidat écologiste Xavier Bouvet à Metz. Qu'est-ce qui va faire la différence entre les deux hommes ? Alors c'est effectivement le match annoncé par ce sondage et c'est un beau duel tant ces deux candidats représentent des profils différents. C'est d'abord un vrai match droite-gauche à l'ancienne, mais c'est aussi un duel générationnel. François Grosdidier a 30 années de vie politique derrière lui. En face, Xavier Bouvet, âgé de 35 ans, n'a jamais été élu, ni même candidat à la moindre élection. Les électeurs messins vont donc devoir choisir entre l'expérience et le renouvellement. Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler avec vous. Merci beaucoup, Anthony. On va revoir la une du Républicain Lorrain et donc ce sondage exclusif IFOP fiducial pour le Républicain Lorrain et via Mirabel. François Grosdidier largement en tête. Ce sondage sur les municipales à Metz est donc à lire aujourd'hui dans votre journal. Merci, Anthony. Un mot peut-être sur votre collègue François Grosdidier, Vincent Capo-Canelas, sénateur, candidat à la mairie de Metz. Je lui souhaite bon vent. Comme quoi on peut être sénateur et candidat au municipal. Absolument. Bon, c'est une bonne chose pour vous. Écoutez, moi je suis candidat sur une liste, celle de mon successeur au Bourget, Yannick Hoppe. Allez, on va continuer à parler des municipales et d'autres choses qui concernent votre département de la Seine-Saint-Denis, puisqu'on va regarder la revue de presse de votre département. C'est avec Steve Jourdain. Et Steve, à la une ce matin, le Grand Paris Express et les sites desservant les sites olympiques, et il y a du retard. Ouais, ça ne sera pas prêt pour 2024, nous dit le Parisien. Les lignes 16 et 17 du Grand Paris Express devaient être mises en service pour les JO 2024. Ces lignes devaient servir à relier les sites des Jeux en Seine-Saint-Denis, mais on apprend que le calendrier accuse aujourd'hui un an de retard, un retard qui serait très difficile à rattraper, Oriane. Vincent Capo-Canelas, un mot là-dessus ? J'étais hier au Bourget justement pour le lancement de 3 tunneliers des lignes 16 et 17. On a salué les compagnons qui travaillent. Les annonces, il faut les prendre avec un peu de circonspection quand même. Je crois que les entreprises sont mobilisées. C'est un enjeu majeur. C'est un sujet de crédibilité pour la France aussi quand même. Parce que dans la candidature de Paris 2024, ce sujet-là était vraiment en tête des mesures d'accompagnement. Donc voilà, je souhaite qu'on garde le timing. J'ai lu l'article du Parisien, qui est toujours bien informé là-dessus. Il y a une vraie tension, c'est juste, mais je souhaite qu'on y arrive. Et je crois que chacun est mobilisé pour ça quand même. Allez, on va reparler des aéroports parisiens, des aéroports qui vont devenir propres. Ouais, ils seront bientôt alimentés en énergie verte à partir de parcs solaires qui leur seront spécifiquement dédiés. C'est ce que révèle Sud-Ouest ce matin. Cette énergie sera fournie par 3 parcs solaires construits pour l'occasion. ADP va acheter pendant 21 ans la production d'électricité de 3 nouveaux parcs qui seront construits dans le Gard, dans le Var et en Charente-Oriane. On imagine que vous soutenez ça, Vincent Capo-Canelas. Il faut faire la transition énergétique du secteur aérien et les aéroports doivent être exemplaires pour l'environnement. Et c'est compliqué à faire ou... C'est dur à faire, mais j'observe que l'Organisation européenne des aéroports a pris des engagements sur ce point et je pense que l'Aéroport de Paris, comme les grands aéroports français, sont précurseurs là-dessus et il faut vraiment tenir ces engagements-là. Allez, on va terminer en parlant des municipales. Municipales en Seine-Saint-Denis, bien sûr, les villes communistes face à la division. En 2014, la droite avait remporté 3 communes communistes. Est-ce que le scénario va se répéter le mois prochain? Le parti communiste met en tout cas en garde. Selon le Parisien, la division à gauche risque de profiter à la droite. Dans certaines villes comme Saint-Denis ou Saint-Ouen, plusieurs listes de gauche s'affrontent au premier tour. La ceinture rouge, ce bastion historique du parti communiste, est en tout cas de moins en moins rouge. Elle risque de pâlir encore un peu. Monsieur le sénateur, vous êtes optimiste pour votre formation dans le département ? À Saint-Ouen en particulier, William Delannoy est un très bon maire. UDI, qui est un ami, qui a fait un formidable travail. C'est un maire centriste qui, je pense, sera reconduit. En tout cas, il le mérite. Et puis après, quand je vois la situation du département, je pense qu'il y a des maires sortants qui ont fait du travail dans une situation qui n'est pas simple, un département qui concentre beaucoup d'enjeux. La force des élus centristes, sans
centre droit et modéré, c'est justement d'être attentif à chacun et de servir l'intérêt général. Voilà, beau bilan, un département qui est en mutation, et il nous faut aller plus loin. Un certain nombre de conquêtes ont eu lieu aux dernières municipales. Je souhaite qu'on en ait d'autres, parce que ce département mérite le meilleur, comme les autres, et ça passera par les élections municipales. Merci beaucoup, Steve. Merci, Oriane. Merci, à tout à l'heure, Steve. Au-delà de la Seine-Saint-Denis, quelle est la ligne de l'UDI du centre pour ces municipales ? Ce sont des projets locaux, des maires enracinés, qui ont pour habitude de s'adresser à tous et d'essayer d'offrir un service public qui s'améliore. Voilà, de travailler sans dogmatisme, des listes larges. Je crois qu'il y a une dépolitisation aujourd'hui. C'est bien. Quand on gère des cantines, quand on gère des routes, quand on gère des écoles, il faut savoir s'adresser à tous. Donc voilà, tradition municipale, proche de nous ici, André Santini, ici les Moulineaux par exemple. Voilà, innovation. Transition écologique aussi, et puis travail avec chacun, parce qu'il faut inventer de nouvelles formes de participation. Donc voilà, nous sommes sur des listes ouvertes, c'est parfois à la carte, c'est ce que je vois peut-être dans votre question, mais je crois que c'est pas plus mal. Voilà. Et c'est surtout la tradition que ça municipale, c'est le rassemblement. on a un petit peu du mal à comprendre la ligne de l'UDI, ne serait-ce qu'au Parlement. Ici, vous êtes avec la majorité de droite, donc plutôt dans l'opposition. Le groupe centriste à l'Assemblée nationale est rattaché à la majorité présidentielle. Est-ce que ça ne révèle pas toute l'ambiguïté de l'UDI et sa difficulté à se positionner finalement ? Alors, ici, nous sommes dans la majorité sénatoriale, mais nous sommes libres de nos votes. Et certains scrutins, notamment sur le texte PMA et bioéthique, l'ont aussi montré. Mais où là, chacun était libre. Mais sinon, vous votez. Bien évidemment, vous êtes plutôt avec la droite sénatoriale. Libre, et nous souhaitons aussi apporter au pays notre potentiel de réforme. À la fois d'interpellation du gouvernement sur la méthode, mais aussi de soutien lorsque les mesures vont dans le bon sens. Et donc nous sommes bien dans la majorité avec Gérard Larcher, mais nous sommes libres de nos votes. Notre conviction, c'est que le pays doit être réformé, et qu'il faut le faire dans la justice, qu'il faut le faire avec une pratique politique qui soit peut-être plus respectueuse de chacun. Mais la France ne peut pas se permettre un quinquennat qui serait raté, et ce serait une occasion manquée pour le pays. Donc voilà, nous sommes là pour contribuer à ça. Nous jouons en cela notre rôle de parlementaire. Un mot rapidement sur les sénatoriales, puisque des municipales vont découler ces sénatoriales. Quels sont les objectifs pour votre groupe, le groupe centriste ? Le groupe centriste essaye toujours de progresser, parce que je crois que d'abord on répond à une aspiration des territoires, des élus, et que ici dans cette maison il y a une grande tradition d'un groupe qui est large, qui permet à chacun de se retrouver. Donc voilà, on a des objectifs de conquête bien évidemment, et il faut faire exister la voix de ceux qui sont présents dans les territoires et qui veulent porter Mais trop une tôt voix. pour des objectifs chiffrés. Évidemment, tout ça sera à regarder après les élections municipales. Merci beaucoup. Merci Vincent Capo-Canellas d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement. Elle est avec nous, mais d'abord, on va regarder un extrait des questions d'actualité au Sénat. Elles avaient lieu hier, comme tous les mercredis, et le sénateur Les Républicains, Philippe Moulier, a interrogé Édouard Philippe sur la politique du gouvernement. On regarde. Il y a eu tout d'abord le rejet par Mme Pénicaud et les députés LREM de la proposition de loi portant à 12 jours le congé pour décès d'un enfant. Il y a eu le très sévère et pour tout dire inédit avis du Conseil d'État sur les retraites. Il y a eu l'avis du même Conseil d'État sur les circulaires Castaner relatives aux élections municipales qui a pris la main du gouvernement dans le pot de confiture. Madame la garde des Sceaux a confondu liberté de conscience et délit de blasphème. Enfin, le président de la République a lui-même contribué à ce sentiment de flottement. Il s'est laissé tout sourire immortalisé avec un t-shirt dénonçant les policiers qui se sont sentis humiliés par celui qui devait les protéger. Monsieur le Premier ministre, vous conduisez le gouvernement, nous attendons vos explications. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous dressez un réquisitoire contre l'action du gouvernement en omettant d'évoquer un certain nombre d'autres indicateurs. La baisse continue du chômage, les excellents chiffres sur l'apprentissage, bref, des éléments qui ne gomment rien de ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur. Je voudrais
rappeler un certain nombre de choses. Vous avez parlé de notre compatriote qui, après des propos critiques sur une religion, l'islam en l'occurrence, a été confronté à des menaces de mort. Je me permets d'indiquer, monsieur le sénateur, que le délit de blasphème en France n'existe pas, vous le savez. La liberté de croire ou de ne pas croire est garantie en France, que la liberté de caricature ou de critique est garantie en France dans le respect de la loi d'ailleurs, mais qu'elle est garantie, et c'est très bien ainsi. Sur l'ensemble des autres sujets, ce qui m'intéresse, monsieur le sénateur, et ce qui au fond devrait tous nous intéresser, c'est comment est-ce que nous construisons la France. C'est comment, avec Madame la ministre de la Santé, nous faisons face à la menace d'une épidémie importante. La France peut s'honorer d'avoir organisé l'opération de rapatriement de ses concitoyens et des concitoyens européens depuis la Chine dans les meilleures conditions. Vous savez parfaitement que la France l'a menée pour le compte de ses amis européens et qu'elle a été parfaitement réalisée. Et je pense que ça n'est pas moins important. Et notre invité politique ce matin, c'est Sibeth Ndiaye. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes porte-parole du gouvernement. On est ensemble pendant un peu plus de 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Patrice Moyon de Ouest France. Bonjour Patrice. Bonjour. Et on va commencer, Sibeth Ndiaye, avec cette affaire. Gaillaguet, le président de la Fédération française de patinage, qui refuse de démissionner après les révélations de violences sexuelles dans le patinage. Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, lui a demandé de démissionner. Vous avez dit hier que le gouvernement soutenait cette demande. Et lui, il répond que Roxana Maracineanu est une ministre moralisatrice. Qu'est-ce que vous dites ce matin ? Je dis que je suis évidemment d'abord déçue par l'homme. Il s'honorerait à reconnaître qu'il y a eu des dysfonctionnements importants dans cette fédération. Quand vous avez des femmes qui ont porté les témoignages qu'on a pu entendre ou lire, de toute évidence, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette fédération. Quelque chose qui n'a pas été vu par ses dirigeants, quelque chose qui n'a pas permis d'accompagner des jeunes femmes alors qu'elles étaient agressées sexuellement et peut-être même violées. L'enquête de justice qui s'est ouverte nous dira ce qu'il en est exactement. Mais je crois que M. Gaillaguet s'honorerait à tirer les conclusions de l'état de sa fédération, de son passé, de son histoire, pour lui permettre de rebondir et de se tourner vers l'avenir. Donc vous redites clairement ce matin, il doit démissionner, il doit partir ? Bien sûr, c'est notre conviction. Je crois que c'est à la fois un besoin moral, un besoin d'assumer ses responsabilités quand on est un dirigeant, y compris un dirigeant sportif. Et sur ses propos envers la ministre des Sports ? Écoutez, je ne vais pas rentrer dans ce type de polémique. Ce sont des propos, moi, que je qualifierais à la limite de l'injure, parce que je considère que quand on dit d'une femme, d'une ministre, qu'elle est moralisatrice, parce qu'elle considère qu'il y a des faits d'agression sexuelle, de viol que l'on soupçonne et qui sont inacceptables, je pense vraiment que ce monsieur est tombé bien bas. On va passer à un autre sujet. Oui, un mot sur ce couac avec le congé pour deuil, quand une famille, quand un salarié perd un enfant. C'était une belle proposition d'un député UDI. Et puis on a vu ce vote des députés LREM contre. On a du mal à comprendre ce qui s'est passé. Alors, en fait, d'abord, je veux évidemment dire à l'ensemble de ceux qui nous écoutent qu'il n'y a pas de volonté ou de positionnement inhumain de la part des députés de La République En Marche et évidemment pas plus de la part de l'exécutif. C'est évidemment, je suis mère de 3 enfants, je ne peux qu'imaginer ce que ça représente de perdre un enfant et la douleur que cela implique. Au fond, c'est pas tellement le temps pendant lequel vous avez un congé, que ce soit 2 jours, 3 jours, 5 jours, 10 jours, 1 mois, je doute que dans ce temps-là, imparti, vous puissiez faire votre deuil et réparer au fond la douleur qui vous est causée par la perte d'un enfant. En revanche, la question qu'on doit se poser quand on est parlementaire, quand on est dans l'exécutif, c'est l'efficacité des mesures que l'on prend. On peut avoir des propositions de loi qui sont belles sur le papier et qui, au fond, dans leur application, ne rencontrent pas la réalité de la vie de tous les jours. Typiquement, dans cette proposition de loi, on ne proposait pas d'étendre le dispositif aux fonctionnaires. On ne proposait pas d'étendre le dispositif aux professions indépendantes. Donc ça, c'est des questions qu'on aurait dû pouvoir approfondir. Alors pourquoi ne pas avoir dit dès le départ, c'est une très belle idée,
Et on va l'enrichir. Mais et on je vous invite à écouter les débats qui ont eu lieu au moment où cette proposition Et on entend Muriel Pénicaud dire c'est pas aux entreprises d'assumer, alors que le MEDEF, le lendemain, je pense effectivement dit nous, on est prêts à le financer. Je pense que cette solidarité-là que l'on doit aux parents qui sont des parents endeuillés, qui vivent quelque chose de très difficile, c'est une solidarité nationale. Donc il faut regarder, et c'était le sens des paroles de Muriel Pénicaud. Peut-être qu'elles ont été maladroites, je le reconnais bien volontiers. Il y a sans doute eu aussi, et nous l'avons très largement reconnu, une erreur d'appréciation politique de ce moment-là. Mais ce que je veux dire aussi, pour essayer de faire comprendre la position qui a été la nôtre, c'est qu'il n'était pas question de dire que les parents ne méritaient pas de pouvoir faire leur deuil à travers un congé plus long. Bien au contraire, il faut qu'on puisse les accompagner. Mais ça, cet accompagnement, on doit le réaliser dans le cadre de la solidarité nationale. Donc pour tous les parents de ce pays, ça doit être la même chose. Et je pense même, si vous voulez mon avis, que votre enfant, il ait 17 ans et 6 mois, ou que votre enfant, il ait 18 ans et 6 mois, donc qu'il soit majeur ou mineur, la douleur, elle est la même. Et on devrait, et j'espère que ce sera fait dans le cadre des concertations qui ont été ouvertes par Adrien Taquet et Muriel Pénicaud, on devrait regarder, au fond, ce qui compte, c'est le fait que vous avez perdu la chair de votre chair, que vous avez perdu votre enfant. Et c'est ce lien de filiation-là qui provoque la douleur. Donc on doit, je crois, regarder que l'enfant soit mineur ou pas. On doit aussi, évidemment, regarder la question de la durée, mais faire prendre en compte les choses par la solidarité nationale. Est-ce que cette erreur d'appréciation, comme vous la qualifiez, elle n'est pas révélatrice d'un manque d'expérience politique des députés de La République En Marche? Alors, vous savez, on nous dit ça depuis le début, mais les députés de La République En Marche, vous savez quoi? Ils sont en train d'examiner une réforme des retraites alors qu'il y a des gens qui font de l'obstruction parlementaire. Les députés de La République En Marche, ce sont des députés qui ont permis d'adopter un certain nombre de réformes, de transformations très profondes dans notre pays, qui aujourd'hui produisent des résultats. En France aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, il y a moins de chômeurs. En France aujourd'hui, il y a plus de pouvoir d'achat. En France aujourd'hui, ça va un peu mieux que ça n'allait en 2017. Je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer, qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses à réaliser, bien entendu. Mais moi, quand je regarde les députés de La République En Marche, je vois des gens qui ont eu le courage, vraiment le courage, parfois de quitter des partis politiques auxquels ils appartenaient, parfois de s'engager en politique, qui concrètement sur le terrain se font parfois insulter, bousculer, qui ont leur permanence, qui sont perturbés. Je vois des hommes et des femmes qui sont dignes et je suis extrêmement fière de cette majorité. Et vous voyez aussi des hommes et des femmes chez qui la tension commence à monter, comme on l'a vu mardi à la réunion de groupe à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous nous confirmez qu'Emmanuel Macron va recevoir les députés la semaine prochaine? Oui, tout à fait. Le président de la République a à cœur, quand il y a des incompréhensions, et manifestement il y a une incompréhension autour de ce terme d'humanité, le propos du président de la République est évidemment pas de dire que les députés de sa propre majorité ou que les ministres de son propre gouvernement, des ministres qu'il a choisis, étaient des personnes inhumaine et qui ne prenait pas en compte la vie des gens. Bien au contraire, ce qu'il souhaitait dire, c'était qu'il fallait chercher un chemin d'humanité dans la résolution de cette crise-là et dans la réponse, dans la réparation de l'erreur que nous avions commise. Mais il reconnaît, lui, qu'il faut réparer cette phrase qu'il n'aurait pas dû prononcer, pas prononcer comme ça. Alors moi, je ne vais pas parler à la place du président de la République, d'autant plus qu'il parlera, qu'il aura un échange avec les parlementaires de la majorité. Donc je me garde bien de dire. Mardi prochain. Ce sera mardi prochain, effectivement. Est-ce que Emmanuel Macron en a parlé hier au Conseil des ministres de cet épisode? On imagine que oui. Est-ce qu'il en a plutôt parlé sur le ton du recadrage ou sur le ton du mea culpa, en disant effectivement qu'il n'aurait pas dû employer ces mots-là? Alors, ni l'un ni l'autre, madame. Il a tout simplement dit qu'il fallait avoir beaucoup d'attention, beaucoup de professionnalisme et aussi convenir lorsque beaucoup de voix s'élevaient pour considérer que nous avions fait une erreur, que la position que nous avions prise était une position qui n'était pas comprise par nos concitoyens. On n'a jamais raison. Il a eu cette phrase, on n'a pas raison seul contre tous. Donc je crois que c'est une phrase qui est très forte, qui témoigne du fait qu'il faut prendre en considération le fait qu'on n'a pas été compris dans ce qu'on a voulu faire, ni dans la position du gouvernement, ni dans celle des parlementaires. Donc à nous de réparer les choses, à nous peut-être d'aller même plus loin, de profiter de ce moment-là, qui est un moment évidemment douloureux pour la majorité, pour pousser la réflexion avec les associations, les partenaires sociaux, et faire mieux et très vite. Et on n'a pas raison seul contre tous. Est-ce que ça témoigne aussi du fait qu'il y a un manque d'écoute des parlementaires, plus largement, au-delà de ce sujet, de la part de la majorité? Non, je crois que les parlementaires sont écoutés. On peut évidemment renforcer les choses. Il y a parfois le sentiment que leur avis n'est pas assez pris en considération. Mais je vais vous donner un exemple. Quand on a eu en octobre un débat sur
sur l'immigration, sur l'intégration, sur l'asile, les parlementaires de la majorité ont été très étroitement associés à la réflexion du gouvernement. Ceux de la majorité, oui, mais les autres, est-ce que vous avez l'impression de les écouter? On le voit notamment sur cette réforme des retraites. Est-ce que vous écoutez les oppositions au Parlement? Les oppositions, par nature, d'abord, elles s'opposent. Elles ne sont pas d'accord avec le gouvernement. C'est même le principe. Non, mais on peut écouter non seulement avec politesse, mais aussi avec considération des oppositions. Mais en fait, je ne vais pas appliquer le programme de la France insoumise. Moi, je n'ai pas été nommée ministre du gouvernement. Et les parlementaires de La République En Marche, qui sont plus de 300, n'ont pas été élus pour prendre le programme de la France insoumise, où ils sont 17. Alors, sans parler de la France c'est plus insoumise, la démocratie. Hein. Sans parler de la France insoumise, on va parler de la droite sénatoriale, de Gérard Larcher, par exemple, qui demande au gouvernement de laisser plus de temps au Parlement pour débattre sur cette réforme des retraites. Est-ce que vous fermez la porte à une levée de la procédure accélérée? Vous dites ça sera une procédure accélérée et pas autrement? Alors, vous êtes ici sur Public Sénat. Je crois que vous savez assez bien, aussi bien que moi, que la procédure accélérée, je crois qu'elle doit concerner plus des 3/4 des textes qui sont examinés de manière générale, ou même 90%, par le Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat. Donc, mais elle ne les concerne pas tous. On l'a vu sur la loi bioéthique, par exemple. Vous n'avez pas employé la procédure accélérée. Alors, la loi bioéthique, elle touche à l'intime des individus et on a souhaité non seulement avoir un très long débat avec le Comité consultatif national, le Comité national consultatif d'éthique, mais aussi avoir un débat qui soit le plus serein possible, parce qu'on voit bien, dès qu'on touche à des choses de l'intime, on l'a vu sur le congé pour deuil, que les choses étaient plus complexes, qu'il y avait des mécaniques qui n'étaient pas que politiques ou purement politiciennes qui se mettaient à l'œuvre. Là, en l'occurrence, on a une réforme qui a été très largement discutée, très en amont depuis 2 ans. On a encore d'ailleurs des discussions pour laisser toute sa place à la démocratie sociale. Et vous savez quoi? Moi, je ne voudrais pas qu'au mi-temps de ce quinquennat, on soit dans une situation où on se dise, on pose le stylo, parce que c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, on n'a pas tellement envie d'affronter ni des manifestations, ni des oppositions, et on n'a pas envie de faire comme ceux qui nous ont précédés, à droite comme à gauche, ont fait, arrêter de réformer dès lors qu'ils étaient dans la perspective de la prochaine élection. Justement, il y a une nouvelle journée de mobilisation. Quel message est-ce que vous adressez aux manifestants? Parce que même si la mobilisation s'affaiblit, elle est toujours dans la rue. Oui, bien sûr. Alors, vous savez, nous, on a poussé, parce qu'aujourd'hui, ceux qui se mobilisent, on a encore beaucoup de cheminots notamment. Donc, on a poussé à ce que dans les entreprises, il y ait des discussions qui permettent d'avancer dans le dialogue social. Ces discussions, elles ont toujours lieu. Moi, j'invite vraiment les organisations syndicales à y participer. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des organisations syndicales, celles qu'on qualifie de réformistes. Moi, j'aime pas tellement leur accoler ce vocable parce que ça isole les uns et les autres. Parce que je crois que tout le monde a envie de faire avancer le dialogue social. Tout du moins, je l'espère. Sinon, il n'y a pas de dialogue social si personne veut avancer, faire des concessions et des compromis. Et donc, moi, je crois vraiment qu'il faut continuer ces discussions dans les entreprises. Il y a d'autres catégories socio-professionnelles qui sont inquiètes. Je pense en particulier aux avocats. C'est pas pour parler d'eux, par exemple, ils ont déjà été reçus à 2 reprises. On a des propositions qui sont, je crois, intéressantes, qui ont été posées sur la table. Moi, je crois beaucoup, de manière générale, dans le dialogue social. Je ne crois pas du tout qu'en fait, quelqu'un gagne quoi que ce soit à être arc-bouté sur ses positions et à ne pas faire un pas. Et je veux dire une dernière chose. Entre le projet qui était celui du gouvernement il y a 6 mois, quand on a présenté le rapport de Jean-Paul Delevoye, et le projet du gouvernement aujourd'hui, il y a eu déjà énormément de choses qui ont changé. Le gouvernement a été capable d'avancer, a été capable de proposer un compromis. Mais le dialogue, qu'il soit social ou parlementaire, il ne peut pas uniquement être tout ou rien. Donc clairement, vous dites ce matin à la CGT, nous on a fait des concessions, nous on a fait des compromis, à vous d'en faire autant? Bien sûr, mais je crois que malheureusement, la CGT a comme but ultime de ne pas faire de réforme sur les retraites. S'ils se contentent de la situation actuelle dans laquelle il y a de très profondes inégalités, en particulier pour les retraités les plus modestes, si ça leur va, je ne partage pas cette opinion. Alors en attendant, on le disait, le Parlement examine ce texte. La commission spéciale de l'Assemblée nationale, pour être plus précise, vous l'avez dit, 22 000 amendements, dont 19 000 de la France insoumise. Du coup, le débat a du mal à avancer. Est-ce que ce matin, vous dites, le gouvernement est conscient que la commission ne pourra pas aller au bout de son travail? Alors, il faut laisser la commission avancer. Mais moi, je lance quand même un appel aux parlementaires de la France insoumise. Je leur demande si ceux qui se réclament en permanence de la démocratie, ceux qui peut-être, parfois, dans la bouche de certains de leurs dirigeants, disent qu'on est dans un régime autoritaire. Est-ce que la démocratie s'honore à discuter d'amendements qui sont différents à une virgule près?
Je ne crois pas que ce soit le cas. Alors, Édouard Philippe n'y est pas favorable, mais est-ce qu'à un moment ou à un autre, le gouvernement ne va pas être obligé de recourir au 49.3 ? Nous, on ne se place pas du tout dans cette perspective-là aujourd'hui, parce que justement, on croit très profondément à la démocratie parlementaire. Au fond, à quoi ça sert un débat parlementaire ? Au-delà de voter une loi, ça sert à éclairer nos concitoyens sur les positions respectives de la majorité et de ses oppositions. Ça permet aussi de voir là où il y a eu des avancées, parce que parfois, évidemment, la majorité, elle prend des amendements, le gouvernement qui présente une loi prend des amendements de sa majorité, c'est bien normal, c'est légitime, parce qu'on enrichit le texte. Parfois, on peut même prendre des amendements des oppositions. Et donc, le débat parlementaire, il éclaire le débat citoyen. Est-ce que c'est éclairant pour le débat citoyen que vous ayez une succession de gens qui vont défendre des amendements qui sont différents à une virgule près ? Mais c'est un dévoiement de la démocratie. Je le regrette très profondément. Donc aujourd'hui, on se place dans la perspective, dans l'espoir que tout le monde revienne à la raison et qu'on puisse offrir un spectacle, entre guillemets, qui soit digne à l'ensemble de nos concitoyens. Mais est-ce que quelque part, ça ne fait pas aussi un peu le jeu du gouvernement, cette obstruction de la France insoumise ? Puisque finalement, si la commission n'arrive pas au bout, c'est le texte du gouvernement qui sera examiné en séance. Est-ce que ça ne vous arrange pas ? Non, pas du tout, parce que d'abord, moi, contrairement manifestement à certains autres partis politiques, moi, j'ai vraiment la conviction que quand on est dans une institution, quand on représente les institutions, et c'est le cas d'un parlementaire, c'est le cas d'un ministre du gouvernement, on doit offrir une certaine forme de dignité, parce qu'on est aussi des protecteurs de la démocratie à travers notre comportement. Et quand on a un comportement qui est dysfonctionnel, c'est le cas de ceux qui font de l'obstruction parlementaire aujourd'hui, en fait, on ne donne pas envie aux gens de croire dans la démocratie. Juste dernier mot là-dessus, vous dites que quoi qu'il arrive, l'examen en séance débutera le 17 février. Tout à fait. Pas de décalage du calendrier, Non. même si la commission n'arrive pas au bout ? Eh bien, ça, on verra. On espère vraiment que la commission puisse arriver au bout. Mais ça démarrera le 17 février, Et ça quoi qu'il arrive. démarrera le 17 février. Autre sujet, quoique lié, puisque le Sénat a voté cette semaine la proposition de loi de Bruno Retailleau sur le service minimum réel garanti dans les transports pour qu'il y ait un service minimum aux heures de pointe, quitte à réquisitionner des grévistes. Est-ce que le gouvernement pourrait soutenir ce texte ? Alors Jean-Baptiste Djebari a eu l'occasion de le dire au moment de la discussion de cette proposition de loi de M. Retailleau. Nous sommes évidemment conscients qu'il faut pouvoir améliorer le dispositif existant parce qu'il n'est pas complètement satisfaisant. Et on a bien vu, en particulier pour les franciliens, qu'ils avaient dû vivre des semaines et des semaines de galères, mais de galères très importante. Et donc, il faut qu'on puisse regarder les choses avec sérénité. Moi, je crois honnêtement pas qu'il faille jeter de l'huile sur le feu et avoir, au fond, cette espèce d'instrumentalisation politique qui consiste à dire c'est maintenant qu'il faut le faire à tout prix. Et pour vous, Bruno Retailleau, il fait de l'instrumentalisation politique ? Évidemment, il fait de l'instrumentalisation politique. Évidemment, il ne faut pas être dupe du moment auquel cette proposition de loi a été déposée, alors que sa propre famille politique, par le passé, a déjà tenté de faire des choses similaires. Il y a, au fond, un service minimum qui, aujourd'hui, je le reconnais, n'est pas satisfaisant, qui était déjà une avancée par rapport à la situation antérieure. La proposition de loi de M. Retailleau, telle qu'elle est aujourd'hui, n'est pas tout à fait constitutionnelle. Tout du moins, c'est ce que nous pensons. Mais vous dites quand même que le gouvernement va revoir la loi sur le service minimum. Jean-Baptiste Djebari a indiqué qu'il fallait avoir une mission qui permette de regarder de manière assez précise la manière dont on pouvait améliorer le service qui est rendu aux usagers en cas de grève. Autre proposition de loi constitutionnelle, cette fois-ci déposée au Sénat, c'est celle de Philippe Bas, soutenue par encore Bruno Retailleau et Hervé Marseille, sur le fait de mieux armer la Constitution face au communautarisme et de réaffirmer la prééminence des lois de la République. Est-ce que là encore, c'est une loi que vous pourriez soutenir ? Moi, je crois que la Constitution n'a pas besoin d'être modifiée. Parce que personne n'ignore ce qu'est le principe de laïcité. Qu'il y ait des gens parce qu'ils ont une idéologie qui, de mon point de vue, est nauséabonde, celle d'un islam politique qui vise au séparatisme dans la République, qu'on puisse le dénoncer, qu'on puisse le combattre politiquement, qu'on puisse le combattre juridiquement avec des armes qui sont à notre disposition, et même peut-être avec plus, puisque vous le savez, nous réfléchissons actuellement à une stratégie de lutte contre le communautarisme, mais aussi de lutte contre les discriminations, dont sont victimes les habitants d'un certain nombre de quartiers. C'est une évidence, c'est une nécessité. Le président de la République, le gouvernement, nous avons toujours été clairs sur ce qu'était le principe de laïcité, ce qui était son application, et je crois qu'il n'y a pas besoin de tripoter la Constitution pour le réaffirmer dans la République. Est-ce qu'Emmanuel Macron est mal à l'aise sur ce sujet ? Mais écoutez, c'est incroyable. Emmanuel Macron, il a fait je ne sais combien de discours parlant de la laïcité. Il en a fait un devant les catholiques, il en a fait un devant les musulmans, il en a fait un devant les juifs. Donc,
Mais il ne fait pas son discours sur la laïcité, en fait, sur le communautarisme. Il est annoncé, il ne vient pas. Qu'est-ce que c'est qu'un discours? C'est lui qui a dit qu'il allait faire un discours avant les municipales. Alors, il n'a pas dit qu'il allait faire un discours sur la laïcité, il a dit qu'il allait intervenir sur les sujets de communautarisme et de séparatisme dans la République. Et ça, c'est deux choses. Je ne suis pas au cabinet du président de la République, donc je ne peux pas vous donner son agenda. De fin février, je pense que ce sera avant les municipales. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République a toujours été, dans toutes ses interventions, d'une clarté parfaite sur la question de la laïcité. Le principe de laïcité, c'est la liberté en France de croire ou de ne pas croire dans la limite des lois de la République. Et je vais même vous citer une phrase du président de la République qui considère qu'on ne peut pas avoir une foi qui soit modérée. Quand on croit, on a une croyance qui est profonde, qui est absolue, et c'est tout à l'honneur de ceux qui sont croyants. Cette croyance-là, elle doit pouvoir s'exercer dans le cadre des lois de la République, et lorsque ça n'est pas le cas, lorsqu'il y a une remise en cause d'un certain nombre de principes, l'égalité entre les hommes et les femmes, par exemple, cela doit être sanctionné et nous avons des lois pour le faire. Un mot sur cette lettre ouverte de Christian Jacob, le patron des Républicains, sur la laïcité. Il appelle à une prise de conscience sur la laïcité, valeur constamment foulée aux pieds dans notre pays, dit-il. Il appelle à restaurer l'autorité de l'État, à refonder l'esprit de laïcité. Qu'est-ce que vous lui répondez? Mais l'autorité de l'État, elle n'a pas fui, sauf dans les quartiers où il y a des gens qui ont fait reculer les services publics. Parce que les gens, c'est qui? Aujourd'hui, il y a un certain nombre de choix politiques qui ont été faits par des majorités qui nous ont précédés et qui ont conduit à une atrophie des services publics dans des quartiers fragiles. Parce qu'aujourd'hui, disons les choses telles qu'elles sont, là où on a des difficultés de communautarisme, là où on a des gens qui se replient sur eux-mêmes, c'est dans les quartiers politiques de la ville. C'est précisément dans ces quartiers-là qu'on a enlevé des services publics. C'est pas mon gouvernement qui a enlevé des services publics. C'est ceux qui ont fait la RGPP, ceux qui n'ont pas remplacé un fonctionnaire sur deux de manière aveugle. La vision générale des politiques publiques, sans distinction. Donc le gouvernement Sarkozy. Donc ça a été des politiques qui ont été menées et de droite et de gauche, qui ont visé, et ça je ne le remets pas en cause, à diminuer le nombre de fonctionnaires, mais qui l'ont fait de manière aveugle. Et on a au fond des colosses aux pieds d'argile dans les administrations, avec une tête qui est très très grosse et des jambes qui sont très très fines sur le terrain. C'est ce que nous avons voulu inverser, et notre objectif est de faire revenir la République pleine et entière dans les quartiers qui en ont été dépossédés. Pour rester sur ce sujet de la radicalisation, Éric Ciotti, qui est président de la commission d'enquête parlementaire sur l'attentat de la préfecture de Paris, a fait un point d'étape hier. Il parle de faillite collective. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je crois que si, d'un coup de baguette magique, on pouvait résoudre ces problèmes-là, il y aurait eu forcément quelqu'un qui, il y a bien longtemps, aurait trouvé la formule magique. Moi, je crois au contraire que ce que nous avons fait comme choix sur la politique de la ville depuis le début du quinquennat, ce sont des choix qui sont assez courageux parce qu'on a dit arrêtons de nous concentrer exclusivement sur les murs. On a continué à le faire évidemment avec la nouvelle étape de la rénovation urbaine, mais parlons aussi des gens et faisons en sorte d'armer les individus au fur et à mesure de leur parcours de vie. Donc c'est pour ça qu'on a dédoublé les classes, parce qu'on sait que c'est là que se nouent des inégalités qui sont importantes. C'est pour ça qu'on a permis qu'une partie du plan d'investissement dans les compétences soit concentrée sur les jeunes des quartiers qui sont au chômage depuis longtemps, parce que ça permet de les accompagner quand la première étape de formation a été ratée, de leur donner un petit coup de boost pour réussir à raccrocher une formation professionnelle. C'est pour ça qu'on développe l'apprentissage. C'est aussi pour ça qu'on fait les emplois francs. La grande différence des emplois francs avec les zones franches, c'est qu'on ne dit plus aux entreprises « venez dans un quartier ». On dit aux entreprises « sortez les gens des quartiers ». Embauchez-les quand ils ont une certaine adresse. Sur cette question de la radicalisation, 106 cas de policiers suspectés de radicalisation, c'est un chiffre confirmé par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Est-ce que le gouvernement étudie de nouvelles mesures ? Alors évidemment, nous avons, à la suite du drame qui s'est passé à la préfecture de police, entamé une réflexion pour regarder ce qui avait pu dysfonctionner. Vous avez une mission parlementaire qui s'est penchée sur le sujet. C'est un travail qui se poursuit. Quand vous avez eu un dysfonctionnement de cette nature-là, évidemment, il faut toujours examiner vos procédures, savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Par ailleurs, vous le savez, il y a un livre blanc qui se construit depuis près d'un an maintenant, je crois, qui va trouver son aboutissement dans les semaines ou dans les tout prochains mois. Et ce sera l'occasion aussi de discuter notamment de ces sujets-là. Une question liée au social. Il y a une étude de l'OFCE sur le budget de 2020 qui dit que le budget 2020 va avoir un impact négatif
négatif sur les 40% des Français les plus modestes. Alors, je ne suis pas complètement d'accord. D'abord, cette étude de l'OFCE, elle dit d'abord que les choix politiques qui ont été faits, c'est des choix de soutien du pouvoir d'achat par le travail. Et pour moi, c'est quand même très important de le noter. Ce que nous avons voulu faire, c'est faire en sorte que plus de Français aient du travail et que quand les gens sont au travail, ils gagnent mieux leur vie. Parce que les meilleurs gains de pouvoir d'achat qu'on peut avoir, c'est quand on bosse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, l'étude de l'OFCE que vous citez, elle ne prend pas en compte toute la politique qui est mise en place par le gouvernement. Elle ne prend pas notamment en compte les efforts qu'on fait en matière de formation, et ils vont notamment en direction des plus modestes. Elle ne prend pas en compte le relèvement de certains minima sociaux. On a augmenté le minimum vieillesse, on a augmenté l'allocation adulte handicapé. Et alors, elle le prend en compte, en tout cas pour les classes les plus pauvres, hein, je dirais, puisqu'elle dit que les 5% les plus modestes vont voir leur revenu diminuer de 45 € par an en moyenne, puisque la baisse des allocations logement, la réforme de l'allocation chômage et la hausse du prix du tabac ne va pas compenser ce que vous dites. La suppression de la taxe d'habitation, la revalorisation du minimum vieillesse et de l'allocation adulte handicapé. Alors c'est là où nous avons un désaccord. Donc évidemment, quand il y a des scientifiques qui posent un constat, peut-être d'autres scientifiques poseront un autre constat. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des gains de pouvoir d'achat qui sont importants pour l'ensemble de nos compatriotes, qui sont beaucoup concentrés sur la classe moyenne laborieuse, si j'ose dire, mais aussi en direction des plus modestes, parce qu'il y a des efforts qui ont été réalisés en direction des plus modestes. La réforme des retraites que nous portons aujourd'hui, c'est une réforme de justice sociale, notamment envers ceux qui auront les retraites les plus modestes. Parce que, et c'est indiqué dans l'étude d'impact, la différence entre les 10% des retraités les plus riches et les plus pauvres, aujourd'hui, c'est une échelle de 1 à 7. Demain, avec la réforme que nous proposons, ce sera une échelle de 1 à 5. Un dernier mot. On s'attache à réduire les inégalités. Un dernier mot sur les municipales, puisque le temps file. Est-ce que vous confirmez qu'en cas de défaite aux municipales, les ministres candidats pourront rester au gouvernement? Oui, tout à fait. En fait, après, c'est le choix du président de la République qui est celui qui nomme sur proposition du Premier ministre. Mais le principe que nous avons édicté, que nous considérons, c'est que la Ve République, ça n'est pas une république comme à l'anglo-saxonne, comme en Angleterre, au Royaume-Uni, pardon, où les ministres de la majorité sont issus du Parlement. C'est des choses qui sont décorrélées et la légitimité du ministre ne procède pas du fait qu'il soit élu parlementaire ou élu local. Donc on encourage ceux qui le souhaitent à être élus local parce que c'est une très belle fonction au service de nos concitoyens, mais le fait d'avoir été battu dans une élection locale ne présage pas de votre destin ministériel. Est-ce que ça veut dire que la majorité a fait une croix sur les municipales ? Non, je ne vois pas du tout le rapport, parce que quand vous voyez l'engagement de nos candidats sur le terrain, très loin de là, est-ce que d'accentuer sur le fait que c'est une élection locale et pas nationale, c'est une manière de dire il ne faudra pas tirer de lecture nationale de ces élections et ça ne remet en rien en cause la politique du gouvernement? Mais en fait, on n'est pas dans un système à l'américaine où vous avez des midterms qui déterminent si oui ou non le gouvernement doit rester en place. Il y a des élections nationales qui sont les présidentielles et les législatives. Ensuite, vous avez des élections locales. Évidemment, je ne vais pas vous dire qu'elles se déroulent totalement hors contexte et que le contexte national n'influe pas sur les choix des électeurs. Mais on verra ce que ça donnera. Vous savez, au moment des élections européennes, on nous a aussi dit que c'était terrible, qu'après la crise des Gilets jaunes, on s'en relèverait pas. Je constate qu'on a eu des résultats qui sont tout à fait honorables. Les élections municipales, c'est au fond autant de petites élections présidentielles, parce que vous avez une relation particulière qui s'établit entre un homme ou une femme qui devient maire d'un côté, et de l'autre côté, entre ses concitoyens. Nous, le choix qu'on a fait, qui est important pour nous, c'est un choix d'une implantation progressive dans les territoires. Et donc, on souhaite avoir le maximum de conseillers municipaux possible pour porter la voix de la République En Marche dans les territoires. Et est-ce que les candidats de la République En Marche seront soutenus par Emmanuel Macron? Il s'engagera ou pas? Dans la campagne, il ira faire campagne sur le terrain. Écoutez, je ne sais pas du tout. Je ne crois pas tout à fait que ce soit le rôle du président de la République, en tout cas. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Merci Patrice Moyon. Demain, à votre place, ce sera le maire de Meaux, Jean-François Copé. Merci beaucoup. On passe tout de suite au Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires.
Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui, nous parlerons bien sûr des municipales et de ce match des meetings hier soir entre David Béliard, le candidat écologiste à Paris, et Cédric Villani, le candidat dissident. On parlera d'Anne Hidalgo qui présente son programme ce matin. Ça, c'est pour Paris. Puis on parlera de Strasbourg puisque Catherine Trautmann a décidé de conduire la liste socialiste aux municipales. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Vous le savez, nous suivons la campagne des municipales dans plusieurs villes. Toute la semaine, nous sommes dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Après Lille et Maubeuge, direction Lens, la sous-préfecture du Pas-de-Calais. Cette ville du bassin minier est dirigée depuis près de 70 ans par le Parti socialiste. Mais ces dernières années, l'influence de ce parti historique diminue pendant que celle du Rassemblement national grandit. Aux dernières élections européennes et présidentielles, le parti de Marine Le Pen est arrivé en tête. Pourquoi ce changement? Qui sont les candidats et qu'en disent-ils? Réponse avec Jérémy Heinzmann et Marion Vigreux qui se sont rendus à Lens. À Lens, les drapeaux sont en berne. La ville rend hommage à Guy Delcourt, décédé la semaine dernière et qui fut maire pendant 15 ans. Avec son départ, c'est tout un pan de l'histoire du socialisme du bassin minier qui se referme. Sylvain Robert, vous êtes l'actuel maire de Lens. En 2013, Guy Delcourt vous confiait les rênes de la mairie. À quoi ressemble le PS 2020 que vous incarnez ? Le PS est plus large, en tout cas à Lens, parce que c'est une liste d'union que l'on veut porter aussi pour ces élections, une liste d'union et de rassemblement avec les partis de gauche. Nous avons l'effet de changer l'image noire du territoire liée à l'exploitation minière et passer à l'image verte. Et puis aussi une ville attractive, parce qu'on voit que depuis les dernières années, l'image de Lens change. Ça fait 70 ans que le Parti socialiste est installé à Lens. Quand on pense à Lens, on parle de bastion PS. Est-ce que vous pouvez le conserver, ce bastion PS ? En tout cas, c'est ce qu'on fait pour le conserver. Mais il faut aussi que derrière, ce n'est pas le bastion d'un parti, c'est le bastion de valeurs. Quand on voit certains qui veulent complètement déconnecter le projet qu'ils ont pour la ville en déclinant un projet national, un programme national qui n'a aucun impact local, aucune accroche locale, on n'est pas du tout dans ces fondements. Et ça serait vraiment là, peut-être encore plus dommageable pour les citoyens dans leur quotidien. Lens est un territoire en transition culturelle avec le Louvre-Lens 2, économique, le chômage recule, mais certains stigmates de la désindustrialisation sont encore là. Le Rassemblement national s'y engouffre. Après des années de domination socialiste, c'est le grand écart idéologique. Rémi Lefebvre, comment expliquez-vous que ce bassin minier de tradition plutôt à gauche bascule à ce point vers les extrêmes et vers l'extrême droite? Alors, il bascule pas totalement. Pour l'instant, il reste le succès du Front National reste quand même limité à Hénin-Beaumont et sa périphérie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça tient à la fois à la décomposition des bastions socialistes et à la crise du socialisme dans ce territoire, qui était un socialisme très puissant, centré autour des maires qui étaient très implantés. Et pour des raisons qui tiennent à la fois au discrédit de ces élites socialistes et de problèmes de corruption, mais aussi d'une forme de droitisation des milieux populaires et d'une paupérisation accrue de ces milieux populaires qui sont sans perspective, qu'à un moment donné, le Front National a pu apparaître comme le débouché politique à des mécontentements sociaux. C'est un succès malgré tout d'une marque nationale qui séduit localement, mais ce parti a du mal quand même à recruter des cadres et des militants locaux. Preuve en est, pour briguer ces municipales, le Rassemblement national parachute un jeune militant marseillais. Bruno Clavet, bonjour. Vous êtes chargé de communication à la mairie d'Hénin-Beaumont. Vous avez été mannequin. C'est assez surprenant de vous retrouver là pour ce genre d'élection. Vous n'avez jusqu'à présent pas eu de mandat politique. Quelle est votre légitimité ? La légitimité, tout simplement, c'est que le Rassemblement national a toujours fait confiance à la jeunesse. Nous l'avons vu avec Jordan Bardella, nous l'avons vu avec David Rachlin à Fréjus, avec Ludovic Pajot. Et simplement, je suis un Français qui aime son pays, qui aime son peuple et qui a envie de s'investir pour les autres, envie de s'investir pour ses concitoyens. Mais la jeunesse ne fait pas tout. Il faut de l'expérience, surtout sur un terrain comme celui-ci, effectivement miné par le chômage, par les inégalités. Qui vous dit que je n'ai pas d'expérience? J'ai travaillé, comme je vous dis, dans le secteur privé. Je suis un collaborateur de Steve Briouat. Je suis dans la machine politique depuis 12 ans, donc je peux vous assurer que je connais ce système-là, je connais le fonctionnement d'une municipalité.
Au stade Bollaert, les jours de match, les supporters du Racing Club de Lens entonnent à la mi-temps les corons de Pierre Bachelet. La chanson raconte qu'il y a à la mairie les jours de la kermesse une photo de Jean Jaurès. Reste à savoir si ces paroles seront toujours d'actualité après ces municipales. Voilà pour ce reportage de Marion Vigreux et Jérémy Heintzmann à Lens. On vous laisse regarder les candidats déclarés à l'heure actuelle à la mairie de Lens. On vous rappelle qu'ils ont jusqu'à fin février pour le faire. Voilà la liste des candidats actuels et j'en profite pour vous dire que Marion Vigreux sera avec nous demain. Elle viendra nous raconter sa semaine dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Et tous ces reportages à Lille, à Maubeuge, à Lens sont à regarder sur notre site internet publicsena.fr. On va débuter ce club. Bonjour Julien Lécuyer. Bonjour Ariane. Bonjour Jean-Baptiste Forêt. Bonjour Ariane. Bonjour Jérôme Cordelier. Rebonjour Steve. On va débuter par Lens. Évidemment, on vient de voir la campagne à Lens. On va demander aux spécialistes du Nord et régional de l'étape. C'est vous Julien Lécuyer de la Voix du Nord. La campagne à Lens, c'est difficile pour le PS face à la montée du Rassemblement national. Alors c'est difficile, mais j'aimerais pas qu'on imagine que le Rassemblement national est parti gagner à Lens. On en est loin. Certes, ils ont eu des très bons scores aux européennes. Ils montent forcément dans ce bassin minier miné par les difficultés économiques, mais il faut voir quand même que l'hirondelle ne fait pas le printemps et que le PS, même s'il est déclinant à Lens, garde quand même une audience, et surtout que Sylvain Robert apparaît, même si avec une personnalité qu'on peut dire discrète, un peu distante, un peu technocrate, mais malgré tout il a un gage de sérieux et qui est conforté par le choix du Rassemblement national d'avoir lancé dans la campagne quelqu'un qui est quand même une personnalité un peu particulière, un Bruno Clavet qui est mannequin, je ne sais plus s'il est ex ou voilà, en tout cas ex-candidat d'une émission de télé-réalité X Factor, avec un passé politique qui est quand même assez restreint. Donc j'allais dire, ils n'ont pas forcément misé sur la personnalité la plus à même de renforcer leur présence sur Lens. On verra bien évidemment. Les municipales en 2014, elles avaient montré une large présence du Rassemblement national, mais de là à faire basculer la campagne à Lens, il y a quand même une marge. On voit, on l'a vu, la ville est socialiste depuis 70 ans, la ville de Lens. Est-ce qu'elle est le symbole d'un parti socialiste finalement qui n'attire plus ce vote ouvrier, qui n'attire plus ce vote populaire ? Ah oui, enfin la responsabilité du Parti socialiste à Lens et plus globalement dans le bassin minier est quand même écrasante dans la montée du vote pour le Rassemblement national. On se souvient quand même d'un certain nombre d'affaires, alors pas à Lens, mais tout près, à Liévin, à Hénin-Beaumont. Oui, surtout, et puis on se souvient quand même de l'attitude aussi des cadres nationaux du PS et de ce rapport de Terra Nova en 2011. Le PS disait les ouvriers, les employés, c'est perdu, il faut favoriser l'alliance entre les classes créatives et les minorités ethniques. On voit ce que ça a donné. Des minorités ensemble, ça ne fait pas forcément une majorité. Aujourd'hui, le PS n'existe plus. Il se raccroche vraiment au dernier bastion du socialisme municipal, comme à Lens. Mais c'est quand même un parti qui se replie sur ses bases locales. C'est un bastion du socialisme, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi un bastion du Parti communiste, ce bassin minier, avec plein de villes qui ne sont pas c'est pas des villages. On a des villes, je les avais renotées parce qu'il y en avait quand même Avion, enfin ça ne vous parle pas forcément au niveau national, mais c'est des villes de 8 000, 10 000 habitants, Salomine, Méricourt, Billy-Montigny. C'est des villes où les maires communistes vont garder probablement la main. Et si le Rassemblement national perd peut-être Lens, par contre, il peut peut-être gagner des villes de moindre importance. On pense par exemple à Grenay. C'est des micro-accroches dans le bassin minier, mais qui sont importants pour, encore une fois, à partir du bastion qui est devenu Hénin-Beaumont, et s'aimer un petit peu partout, et peut-être espérer non pas gagner l'agglo, puisque c'est de Lens-Liévin, puisque c'est quand même un des objectifs du Rassemblement national, mais Carvin, une agglomération comme Hénin-Carvin, ça par contre, ça devient un objectif prioritaire pour Steve Briouat, qui est le maire d'Hénin-Beaumont, et sur Carvin, il y a peut-être plus un danger d'ailleurs qu'à Lens. Donc il faudra être attentif aussi à ça. On le disait, Hénin-Beaumont n'est qu'à 10 km de Lens. Hénin-Beaumont, c'est un peu le symbole de la conquête des municipales. C'était en tout cas le cas en 2014. Est-ce que ce que dit Julien, le fait qu'il essaye d'avoir des villes à côté, pas forcément Lens, mais des petites villes, c'est le symbole de la nouvelle stratégie de ce Rassemblement national? On a conquis une ville, on essaye de conquérir le territoire autour. Et surtout, de toute façon, sur les municipales, le Rassemblement national joue son tremplin pour la présidentielle. Enfin, les municipales, les régionales, les départementales. Enfin, les départementales et régionales. Et donc, il joue deux choses. D'abord, un ancrage
locales, rurales, enfin dans des villes moyennes, dans des villes, et puis quelques prises symboliques. Donc Lens, ça peut être une prise symbolique. De même que Perpignan, bon, Marseille, ça risque d'être plus compliqué, mais ils y croient aussi, en tout cas, avoir Stéphane Ravier, que vous aviez invité là, récemment, enfin, disait que... Denain serait une belle prise de guerre pour le Rassemblement national. Il peut être un faiseur de roi. Mais si vous voulez, bon, des capitales régionales comme ça, des noms, voilà, c'est bien de planter sur la carte quelques drapeaux sur des villes voilà, qui parlent à toute la France. Donc c'est ça la stratégie du Rassemblement national. Alors en même temps, les bastions PS, évidemment, c'est le Nord, d'une manière élargie, c'est la terre d'ancrage de la Fédération socialiste historique. Voilà, c'est là où il y a le plus d'adhérents. Un peu, c'est comme les Alpes-Maritimes pour le LR, les Républicains. Mais c'est vrai que de toute façon, le socialisme, c'est pas uniquement le socialisme municipal, c'est qu'actuellement le PS est un parti complètement exsangue et qui n'arrive pas à sortir la tête de l'eau, ce qui est en train de faire les Républicains. Les Républicains sont en train un peu de remonter la pente, en tout cas d'être un tout petit peu plus audibles sur la place publique, alors que le PS, non. Et donc c'est un peu à l'aune de ce qui se passe à Lens, c'est un peu à l'aune de ce qui se passe nationalement, quoi. Le PS a longtemps agi sur le bassin minier comme un parti d'héritiers, et qui vous aviez parlé de cette histoire socialiste qui est soixantenaire, mais à l'heure actuelle, la fédération du PS du Pas-de-Calais, ça ne représente plus que, alors j'avais retrouvé les chiffres, moins de 5000 militants contre 12 000 cartes en 2004. Et sur la section de Lens, on compte une cinquantaine de membres cartés contre 1200 en 2001. Donc autant vous dire qu'ils ne peuvent plus compter sur cette force militante et sur ce réseautage qu'ils avaient auparavant. Ils sont obligés maintenant de s'appuyer sur des vrais bilans, comme tout le monde. Et on sent quand même qu'ils sont, notamment sur Lens, capables d'apporter un certain bilan qu'ils vont confronter avec celui de Rassemblement national. Et de s'appuyer aussi peut-être sur des figures d'envergure nationale. On l'a vu avec Martine Aubry à Lille, avec Johanna Roland à Nantes, Nathalie Appéré à Rennes et avec Catherine Trautmann, puisque c'est la dernière information. Catherine Trautmann qui mènera donc la liste socialiste à la mairie de Strasbourg. Est-ce que finalement le PS compte sur ces figures locales, nationales, à envergure nationale? À Strasbourg, ça va être quand même sans doute difficile, parce que Mme Trautmann a quitté la mairie depuis longtemps. On se souvient qu'elle avait été battue en 2001 par la droite, donc ça fait un peu réchauffer quand même. On a du mal à mettre en avant des nouvelles figures. On voit par exemple Martine Aubry à Lille, qui est candidate pour un quatrième mandat. Il n'y a pas beaucoup de renouvellement, il n'y a pas beaucoup de renouvellement idéologique. On s'aperçoit que le PS a quand même un corpus en matière locale assez limité. Donc on a des petites entreprises politiques qui fonctionnent encore, qui perdurent, mais c'est une opération survie, surtout pour le PS dans ces élections. Un mot rapidement, Jérôme, après on passe à Paris. Mission difficile, mais pas forcément impossible, parce que quand même Roland Ries, qui était maire de Strasbourg, part avec une certaine aura, donc il est socialiste, donc il a un bilan... Macron-compatible quand même. Non, mais d'accord, mais il avait l'étiquette... C'est plus trop ce que ça veut dire. Oui, mais il avait l'étiquette socialiste, et c'est un homme qui est respecté à Strasbourg. Donc du coup, voilà, et puis Catherine Trautmann, elle a quand même aussi une envergure nationale, c'est un personnage politique qui compte. Donc dans une ville où il y a moins de têtes d'affiche, voilà, bon, faut savoir ce que va faire Fabienne Keller, mais donc ça peut être aussi... J'aimerais pas qu'on minore quand même si en effet le corpus programmatique du PS est à renouveler, et tout le monde en convient, même au sein du PS, il est important de voir quand même que ces grandes figures du Parti socialiste, telles Martine Aubry ou Catherine Trautmann, gardent une vraie légitimité auprès de l'opinion publique et une vraie garantie d'un socialisme, on va dire, pur, qui a su être de gouvernement tout en gardant ses vraies valeurs. Et c'est la force d'une Martine Aubry qui a su critiquer fortement François Hollande, comme elle a su être très critique vis-à-vis de Emmanuel Macron. Elle continue à le faire. Mais vous avez raison de lire Catherine Trautmann, elle est sur cette ligne-là. C'est une personnalité qui a entaché de peu, qui a eu des combats assez justes. Enfin voilà, elle a bénéficié d'une bonne aura. On va faire un point sur la campagne à Paris maintenant, et ils n'ont tous qu'un mot à la bouche, c'est le mot écologie. Anne Hidalgo va présenter son programme ce matin. Hier soir, match des meetings entre le candidat dissident Cédric Villani et le candidat écologiste David Béliard. On regarde tout ça avec Fabien Recker.
Anne Hidalgo entourée de ses homologues européens. Les maires de Milan, Oslo, Bruxelles ou Lisbonne étaient réunis hier à Paris, venus soutenir la maire sortante à l'occasion d'une conférence sur la justice climatique, organisée par sa plateforme de campagne Paris en commun. Le soir même, c'est Cédric Villani, désormais exclu de La République En Marche, qui réunissait quelques 1600 personnes au théâtre du Trianon pour présenter son programme, construction de logements et surtout intelligence artificielle pour lutter contre la pollution. Parce qu'il existe des systèmes de reconnaissance des déchets qui permettent de cartographier en temps réel la saleté des villes, d'optimiser les itinéraires, la fréquence et la rapidité des interventions. Quand on sait combien la saleté appelle la saleté et l'incivilité, on mesure l'intérêt de ces solutions. Cédric Villani qui poursuit donc sa route, ignorant pour l'instant la main tendue des écologistes autour d'une coalition climat. David Béliard, tête de liste Europe Écologie à Paris, tenait lui aussi un meeting hier soir, crédité de 14,5% des voix dans un récent sondage. Il a promis d'être en tête au premier tour le 15 mars prochain. Voilà, on le voit, ce match des meetings hier soir entre Cédric Villani qui présentait son programme et David Béliard, le candidat écologiste. C'est un match des meetings d'adversaires ou de futurs alliés, Jérôme? Je pense que Villani est déterminé. Hein. Je pense qu'il ira au bout. Il n'est pas animé par une espèce de calcul. Voilà. Alors après, il peut se passer plein de choses. Mais c'est vrai qu'on rigolait un petit peu sur le plateau sur cette phrase qui pourrait rester dans un best-of. La saleté appelle la saleté. Vous ferez le best-of des meetings à Paris. Voilà, donc ça peut faire un slogan de campagne d'ailleurs pour Cédric Villani. Cédric Villani, qui effectivement maintient sa candidature, qui ne lâche pas et qui, comme tous les autres candidats, met l'écologie au cœur de son programme. Oui, il y a une forme de course, alors, course à l'échalote. Je ne les pense pas, je ne les taxe pas d'opportunisme politique, mais il y a certainement, ils ont senti à Paris, comme dans toutes les grandes villes, une vraie poussée de cette thématique, liée notamment à la pollution parisienne qu'on connaît tous, et puis au manque d'espaces verts. Alors c'est vrai que maintenant, Cédric Villani tape sur la mer quand Anne Hidalgo, quand elle parle de planter 170 000 arbres, je crois, puis d'attribuer un arbre à chaque enfant qui naît avec un parrain. Bon, on entend tout ça, mais cela dit, à un moment donné, cette écologie elle va devoir se traduire par des alliances, et c'est là où tout va se porter. Cédric Villani se rapproche de Béliard, mais on sent bien qu'il y a là aussi Béliard est en train de lui réclamer des gages qui virent véritablement au chantage politique. Cédric Villani va-t-il pouvoir s'accorder avec Anne Hidalgo? Cédric Villani, on sent bien que, et ça je revenais là-dessus tout à l'heure, mais il se rêve d'un destin. On nous le dit à demi-mot dans l'entourage du président notamment. Il se rêve d'un destin et il croit vraiment mordicus qu'il est en capacité d'être devant les écologistes, ce que ne prouvent absolument pas les sondages. Et on voit mal comment il va réussir à se garder une place, alors même qu'il est en négociation avec Béliard, et que si Béliard arrive en tête, en même temps, ça c'est la derrière politique. Comme il est en conquête et il n'est pas soutenu par un appareil politique, il est obligé de porter comme ça une espèce de panache un peu fou, quoi. Donc il est obligé de faire ça. Je voulais juste revenir sur l'écologie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de rivalité entre les projets, 170 000 arbres, comme vous avez parlé, Central Park, l'héliport qui va être transformé en vaste parc urbain. Et ce qui est intéressant, c'est que pour l'instant, il y a quand même un chantier prioritaire à faire, mais que personne ne fait depuis des années. C'est la petite ceinture, c'est-à-dire toutes ces voies de chemin de fer qui sont désaffectées autour de Paris et qui sont en partie transformées en promenade verte, mais il reste toute une partie en jachère dont personne ne s'occupe, alors que là, ce serait très simple de faire un projet écologique et de rendre ça aux promeneurs, aux flâneurs, notamment, je pense au 12e, par exemple, vers la Porte Dorée. En 30 secondes, Jean-Baptiste. La conséquence de tout ça, quand même, de ces 170 000 arbres, de la circulation qui va être limitée si Anne Hidalgo l'emporte du Central Park à la gare de l'Est, on le dit très peu, mais ça va renchérir encore plus les prix de l'immobilier. Ça va exploser. On sait quand on a des quartiers piétonniers avec des parcs à côté, c'est automatique. Donc c'est quand même une stratégie de gentrification, comme on dit, d'embourgeoisement en bon français, de la part de tous les candidats totalement assumés. Allez, il y a bien sûr d'autres infos de campagne, puisque la campagne s'accélère. On va voir les dernières infos avec Steve.
Steve, quelles sont les dernières infos de cette campagne municipale? Rien ne va plus, il reste plus que 48 heures pour s'inscrire sur les listes électorales. Demain, à partir de minuit, ça sera terminé. Inscrivez-vous, 3 possibilités, le site internet servicepublic.fr, le déplacement en mairie ou encore le courrier à la mairie. Le courrier, ça existe encore, c'est toujours efficace, mais ça risque d'être un peu short. Un peu, c'est risqué. Ça, c'est pour la procédure. Alors, sur le front de la bataille politique, on en est où, Steve? Alors, à Béziers, les voyants sont au vert pour Robert Ménard. Selon un sondage IFOP, le maire sortant recueille 61% des intentions de vote. Il serait réélu dès le premier tour. On a aussi appris que les Républicains avaient fait leur choix. Après le retrait de Lewis Marchand la semaine dernière, Antoine Abou sera finalement leur candidat à Béziers. De Béziers, on va aller à Marseille. Et là, la campagne dérape. Oui, Martine Vassal porte plainte pour agression et menace. La candidate LR désignée pour succéder à Jean-Claude Gaudin dit avoir été victime de menaces et d'insultes lors de la visite d'un quartier du centre-ville. Une enquête a été ouverte par le parquet. On va parler des Républicains qui ont dit qu'ils ne soutiendraient pas le Premier ministre au Havre. Bizarre. Le Premier ministre ex-LR a annoncé la semaine dernière, on le sait, qu'il serait candidat tête de liste dans son fief du Havre. Le parti Les Républicains a déclaré qu'il prenait acte de cette candidature, mais qu'il ne soutiendrait pas cette liste. Même traitement donc pour Gérald Darmanin à Tourcoing. Gérald Darmanin qui sera donc tête de liste LREM dans son fief. Et les Républicains, justement, ils ont dévoilé une nouvelle salve d'investiture. Oui, alors, en vrac, les maires sortants de Versailles, François de Mazières, de Palaiseau, Grégoire de Lasteyrie, d'Antibes, Jean Leonetti, de Grasse, Jean Viau, de Belfort, Damien Mello, de Chalon-sur-Saône, Gilles Platré et Clément Charlieu à Villeurbanne ont tous reçu l'onction de leur parti pour le scrutin du mois de mars. Bravo pour ce tour complet. Et puis on termine, il n'y a pas d'âge pour faire de la politique. Steve. Elle a à peine 21 ans et est tête de liste dans le 8e arrondissement de Paris. Athénaïs Michel est présidente du parti Allons Enfants. Elle a été choisie par Anne Hidalgo pour remplir une mission en apparence impossible, déloger la droite de l'un de ses bastions historiques, le 8e arrondissement de la capitale, un arrondissement à la tête duquel on retrouve la maire Jeanne Dautzer. Le défi est immense. Et on termine, foot et municipal, c'est compatible. Vous connaissez Mamadou Diong? Mais bien sûr, je supporte l'OM, je connais Mamadou Diong. Je sais, l'ex-attaquant, superstar et capitaine de l'OM se lance en politique. Il est candidat sur les listes LREM dans les 15 et 16e arrondissements de la cité phocéenne. On dit que son envie d'entrer en politique est venue à la suite d'un dîner avec Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui, on le sait, est supporter de l'OM. Il n'est donc pas le seul. Tiens, pendant qu'on y est, vous savez quand est-ce qu'aura lieu le prochain OM-PSG? Non. Ça tombe mal. Moi, je le sais, ça tombe mal. Je vous laisse le dire. 22 mars. Voilà. Le jour du second tour des municipales. Voilà, soirée électorale ou classico, va falloir choisir. Mais justement, vous parlez de Marseille, on va y aller, Steve. Bonjour Guilhem Ricavi. Merci d'être avec nous en direct depuis Marseille, en ce lendemain de victoire de l'Olympique de Marseille. On ne va pas parler de ça, Steve, Guilhem, malheureusement. On va parler de toute autre chose et de ce qui se passe à Marseille. Et ce qui se passe à Marseille, eh bien, c'est cette grève des éboueurs. Oui, effectivement, une grève des agents en charge de la collecte des ordures ménagères débutée le 23 janvier dernier et qui perdure et qui s'installe avec près de 3000 tonnes d'ordures qui jonchent les rues de Marseille. Ce n'est pas du coup de Martine Vassal, la présidente de la métropole ex-Marseille, qui a engagé hier, à partir d'aujourd'hui, la réquisition d'agents pour ramasser ces ordures. Dans certains quartiers, l'atmosphère est devenue irrespirable. Elle a donc pris cette mesure un peu radicale qui ne fait bien sûr pas plaisir aux syndicalistes qui déplorent qu'on en arrive là et qui le disent, si Martine Vassal engage une réquisition, c'est bien qu'elle soutient elle aussi cette réforme des retraites portée par le gouvernement. Alors justement, vous parlez de Martine Vassal, mais c'est un autre candidat que vous avez aujourd'hui dans vos colonnes, dans les colonnes de la Provence, c'est Yvon Berland, le candidat de La République En Marche. Oui, effectivement, puisqu'on va recevoir ici face à la rédaction tous les candidats des élections municipales à Marseille. Et aujourd'hui, c'est donc Yvon Berland, ancien doyen de l'université d'Aix-Marseille, professeur de médecine, qui s'exprime et qui nous annonce ces 3 mesures phares s'il était élu maire de Marseille le 22 mars prochain. Parmi ces mesures, il y a la gratuité des transports en commun qu'il souhaite mettre en place dès le mois de septembre en cas de victoire. Cela a un coût, 30 millions d'euros, qui sera pris en charge selon lui par la métropole et par la
ville. Il annonce également la vague. La vague, c'est une grande promenade qu'il souhaite mettre en place le long du littoral marseillais. Il ne vous a pas échappé qu'on était en bord de mer, entre l'Estac et les Gouttes. C'est un de ses projets. Et puis son troisième projet, sa troisième mesure, c'est de dire, moi, tout ce que je n'aurais pas annoncé pendant ma campagne, je veux que les Marseillais puissent se prononcer dessus et j'engagerai des référendums locaux à chaque fois qu'une grande décision devra être prise. Voilà les 3 engagements d'Yvon Berland dans les colonnes ce matin et vous en parliez bien évidemment. Son coup de maître, c'est l'annonce du soutien et de la candidature de Mamadou Niang dans les 15e et 16e arrondissements. C'est son fait d'armes. Depuis 2 jours, il communique énormément là-dessus. Eh bien, merci beaucoup. Merci Guilhem pour ce point hebdomadaire. On va regarder la une de la Provence. Une de la Provence consacrée à l'OM. L'OM repasse au vert après la victoire hier face à Saint-Etienne. Merci beaucoup Guilhem Ricavi d'avoir été avec nous. On vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Et Steve, on va regarder ce qu'il y a à la une des quotidiens régionaux avec votre revue de presse. Et à la une, Steve, ce matin, le climat social délétère qui pèse sur la campagne des municipales. Intimidation, défiance et agression, titrent nos amis du Dauphiné. Après la crise des Gilets jaunes l'an passé et la contestation de la réforme des retraites cette année, l'heure est clairement à la défiance envers les élus. Le Dauphiné nous dit que cette défiance n'existe pas seulement au niveau national, mais se fait ressentir aussi au niveau local, notamment à l'occasion de cette campagne donc des municipales. Les intimidations et les insultes envers les candidats se multiplient, Oriane. Autre sujet, Paris-Normandie qui fait sa une sur un fléau à combattre. Les violences sexuelles qui secouent le milieu du patinage. Sommet de démissionner, le patron de la fédération a répondu hier aux accusations. Didier Gaillaguet s'est posé en victime de, je cite, les minables qui ne connaissent ni son travail ni l'homme. La ministre des Sports avait demandé sa démission lundi à la suite du scandale Sarah Abitbol, Oriane. Et on parle du coronavirus dans l'assiette. Nord Littoral qui nous dit que les restaurants chinois en ce moment sont à la peine. Dans le Pas-de-Calais, certains d'entre eux subissent une baisse drastique des fréquentations. En cause, la psychose est liée au coronavirus. Une psychose qui se traduit donc aussi par un rejet de la nourriture et des restaurants chinois. Cette baisse des fréquentations touche le Pas-de-Calais, mais elle concerne plus généralement une grande partie des restaurants chinois de l'Hexagone, Oriane. Et on termine avec ce déplacement de Christophe Castaner en Corse hier. Oui, le ministre de l'Intérieur était en déplacement sur l'île de Beauté hier où les incendies sont contenus mais pas encore maîtrisés dans le massif de Bavella. 1100 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. Christophe Castaner a rendu visite aux pompiers. Il a profité du déplacement en Corse pour assister aussi aux cérémonies organisées en hommage à Claude Érignac. Il a déposé une gerbe à la mémoire du préfet assassiné il y a maintenant 22 ans, Oriane. Merci beaucoup Steve pour cette revue presse. On va regarder vos unes. La une de la Voix du Nord, Julien Lécuyer, région, nouvelle grille TER, pas simple. Oui, tout à fait. On revient sur ce lourd dossier qui oblige les acteurs, type le Conseil régional notamment, et Xavier Bertrand, futur candidat à des élections au moins régionales, se positionne énormément là-dessus. Et donc on essaye d'en expliquer les tenants et les aboutissants. Allez, à la une de la Gazette des communes, cette semaine, la Safe City sous surveillance. Oui, on s'intéresse notamment à la reconnaissance faciale qui fait florès dans un certain nombre de villes, qui peut être un débat au municipal, par exemple, sur la promenade des Anglais à Nice. On ne citait que lui. C'est-à-dire dans la Gazette des communes, la une du Point. Jérôme, cette semaine, Trump, l'homme qu'il fallait prendre au sérieux. Oui, donc avec notamment un grand texte de Gérard Haro, vous savez, qui est l'ancien ambassadeur à Washington, qui a toujours été pertinent. Et puis, les extraits du livre d'un conseiller de Donald Trump aussi à lire, qui raconte les secrets de la présidence. Et puis on va dire un mot de votre interview, Jérôme Cordelier, c'est l'interview du cardinal Barbarin. Oui, parce que le cardinal Barbarin n'avait pas parlé jusqu'à présent, même depuis 2017, il n'avait pas parlé à la presse. Et donc là, il raconte un peu sa part de vérité dans l'affaire. Vous savez qu'il a été relaxé par la Cour d'appel de Lyon, qui a suivi d'ailleurs les réquisitions du parquet qui était à la fois en première et en seconde instance. Donc il dit vraiment là sa part de vérité sur la chose, comment il a vécu l'affaire, et puis il revient sur certains faits, l'affront public quand même qu'il a vécu. Il dit on m'a traîné dans la boue, cette affaire restera toujours collée à mon visage. Et donc c'est vrai que
Il raconte qu'il y a beaucoup d'affaires actuellement dans le sport, dans la littérature, dans l'éducation nationale, et les responsables politiques ou des éditeurs, par exemple, ne sont pas autant traînés dans la boue que lui a pu l'être. Et puis il revient aussi sur le film de François Ozon. Enfin voilà, c'est à lire en longueur. C'est à lire, ce sont vos confidences. 5 pages effectivement d'interview avec cette phrase « Je resterai celui qui n'a pas dénoncer des actes odieux ». C'est vrai pour votre interview dans Le Point, Jérôme Cordelier. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour ce club. Merci, Steve. On se retrouve demain. Nous, l'invité politique, ce sera Jean-François Copé, le maire de Meaux. À 17h30, vous retrouvez Rebecca Fitossi pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Merci d'avoir été avec nous et on vous attend demain. Très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.